Merci beaucoup. Écoutez, je veux tout d'abord remercier du fond du cœur l'Institut européen de l'expertise de l'expert de nous avoir conviés, nous autres simples sapeurs-pompiers. Et je remercie aussi, bien entendu, la faculté de droit, Madame la doyenne, chère Eva, de l'accueil qui nous est réservé au sein de ces murs, au sein de cet amphi dans lequel j'ai entendu avec tant de passion mes maîtres qui m'ont formé. Alors je viens moi en qualité effectivement de sapeur-pompier, de commandant des opérations de secours sur une opération hors norme, celle de l'attentat du 14 juillet 2016. Vous partagez effectivement mon expérience et essayer de vous démontrer en quoi cette opération hors norme a pu effectivement marquer autant peut-être les intervenants que les victimes. Effectivement, l'attentat du 14 juillet 2016 restera parmi les interventions qui ont marqué ma vie de sapeur-pompier, ma vie d'homme. J'ai pu dire qu'effectivement, c'était une intervention, l'intervention de ma vie, mais aussi l'intervention que je n'aurais jamais voulu vivre. Parce qu'elle était hors norme à différents égards. Elle était hors norme par, effectivement, comme vous l'avez souligné, Madame l'adjointe, effectivement, une intervention sur nos terres niçoises. Et les sapeurs-pompiers qui intervenaient ce soir-là, c'était tous des locaux, des sapeurs-pompiers de Nice. C'était une intervention à ciel ouvert, une intervention qui a provoqué un mouvement de panique hors norme, parmi lesquels se sont effectivement enfuis des centaines de victimes légères. Une intervention aussi hors norme, et ça va être là un peu le cœur du sujet, parce que les sapeurs-pompiers, nous sommes intervenus ce soir-là avec un risque de surattentat qui était très pressant, qui était en fait, qui nous a amené en fait à avoir le sentiment d'intervenir avec le sentiment de mort imminente. Et donc il a fallu faire des choix, un choix que j'ai pris dans ma fonction de commandant des opérations de secours, mais qui effectivement ont pu avoir des conséquences sur les uns et sur les autres. L'intervention, effectivement, elle est hors norme, mais pour partager l'expérience, il a fallu établir une méthodologie très serrée, très stricte, voire scientifique. Alors, je ne vais pas vous la décrire de A à Z, je vais simplement, compte tenu du temps qui m'est imparti, insister sur des points assez importants, enfin, qui me semblent importants. Une première méthodologie, ça a été, enfin de méthode plutôt, a été de copier ce qu'a fait le général de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris suite aux attentats donc de 2015, qui a demandé à l'ensemble des sapeurs-pompiers intervenants d'écrire sur un papier libre, même pas un compte-rendu officiel comme on a l'habitude dans l'administration ou dans l'armée, mais d'écrire leur expérience et leur vécu à l'occasion de ces attentats. Alors je l'ai fait à l'occasion du 14 juillet 2016 aussi, et ça a permis effectivement à mes sapeurs-pompiers déjà de coucher par écrit leur vécu, ce qui psychologiquement aura peut-être un impact positif, mais aussi de recenser l'ensemble des expériences vécues d'un côté ou de l'autre de la promenade des Anglais, et ça nous a permis d'avoir une traçabilité intéressante de nos gestes, de nos interventions ce soir-là. Également, on a fait des réunions, vous imaginez, alors je ne vais pas pouvoir tout dire, je suis désolé, avec les services de l'État, et celle qui m'a le plus marqué, ça a été la réunion que nous avons fait au CHU de Nice, notamment avec le professeur Levrault, qui était responsable du pôle urgence, je crois qu'il est toujours, Thomas, et dans laquelle on a pu apprendre effectivement quelle avait été l'efficience de l'intervention des sapeurs-pompiers, des moyens pré-hospitaliers et hospitaliers cette nuit. Alors en fait, à la date où on a fait cette réunion, c'était le 2 septembre, il nous avait fait part que c'était à peu près 33 vies sauvées du fait de l'action des secours et effectivement du CHU, du système hospitalier par la suite. C'est vraiment important, je vous dis ça d'entrée, pour commencer avec une note qui est quand même très positive. Pourquoi ? Parce qu'il a été nécessaire, compte tenu de l'atrocité à laquelle on a eu à faire face, de donner du sens au combat qui a été le nôtre cette nuit-là. Et ce sens, en fait, c'est normalement le chef qui donne ça dans une intervention. Il a été très simple. Il a été très simple parce que il m'a conduit à imaginer que le terroriste, lui, avait voulu tuer le maximum de victimes. Et nous autres, sapeurs-pompiers, je me suis dit, nous allons nous battre contre lui et sauver le maximum de vies.
Voilà. Et ce combat, ça a été tout le sens du de nuit hein, pour les sapeurs-pompiers niçois. Et bon, ce résultat de 33 vies sauvées, effectivement, ça nous a semblé quand même quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas effectivement vous faire toute la présentation, mais vous dire que tout d'abord, je vais vous dire quel a été le contexte de l'intervention. Ensuite, comment s'est déclenché effectivement l'intervention et les secours. Et enfin, on verra si on a été efficient au-delà de ces 33 vies sauvées. Alors tout d'abord, le 14 juillet 2016, il s'inscrit dans le cadre de l'Euro. L'Euro 2016, Nice reçoit effectivement cette compétition et elle s'inscrit dans le cadre effectivement des attentats qui ont eu lieu l'année précédente. En plus, en janvier 2015, ça a été rappelé, il y a un attentat à Nice par un terroriste dénommé Koulibaly, voilà, le même nom que l'attentat Kacher. Et donc on s'interroge, nous, en préparant l'Euro, en se disant, mais si on a affaire à un attentat multisite ou un attentat sur le territoire niçois, quelle est la doctrine, comment allons-nous intervenir? Et c'est vrai qu'on s'est axé là-dessus, c'était une crainte que j'avais en moi, et on s'est vraiment préparé à l'attentat de la manière la plus technique et la plus répétée possible, par des exercices, en effectivement travaillant effectivement la doctrine. Attention, ce que je veux vous dire là, c'est que la préparation, elle était très importante. Mais la préparation psychologique à ce que nous allons vivre, elle n'était pas forcément au rendez-vous parce qu'on n'aurait jamais pu imaginer vivre un tel drame de cette ampleur. Vous voyez, on s'était vraiment préparé à l'attentat par tuerie de masse, par arme de guerre par exemple. Ça, c'était vraiment notre travail. Mais on n'aurait jamais pu imaginer qu'effectivement, l'ampleur de ce qu'on allait vivre. Au-delà de l'Euro 2016, le 14 juillet, nous avons préparé effectivement la soirée en mettant en place un dispositif prévisionnel de sécurité civile. Et on l'a fait, malgré que l'Euro se terminait, de manière très professionnelle parce qu'on savait qu'il y avait un risque. Et ce risque, vous allez voir, nous a conduit à mieux affronter cette intervention. C'est-à-dire que sur place, les sapeurs-pompiers, on avait mis des moyens pour déjà, effectivement, anticiper une intervention de grande ampleur, de grande envergure. Alors, on avait mis, je ne vais pas tout vous décrire, on avait renforcé la garde ce soir-là, bien entendu. On avait mis un engin pompe qui était là, non seulement pour voir si le feu d'artifice ne déviait pas vers la ville, mais aussi pour servir de sonnette en cas d'événement majeur. J'avais renforcé effectivement l'ensemble des casernes de sapeurs-pompiers d'officiers prêts à intervenir s'il y avait un plan hors sec nos vies. Alors c'est un plan organisation des secours en cas de nombreuses victimes. Donc si vous voulez, le soir même, nous étions prêts à affronter quelque chose d'hors norme. Bon, bien évidemment, c'est quelque chose qui se fait de manière récurrente, mais le risque attentat était si fort qu'on s'était vraiment axé sur cette partie et on était prêt à affronter effectivement de manière technique en tout cas l'événement. Alors vous voyez là, vous avez une carte, vous voyez l'ensemble des effectifs renforcés. On avait même mis en place des embarcations en mer que l'on fait en général, parce que les gens vont se baigner. Alors c'était dans cette optique-là. Voilà, les gens vont se baigner le soir du 14 juillet, c'est normal, il fait chaud, tout ça, etc. Mais on n'allait pas s'imaginer que ces embarcations allaient nous servir à récupérer des gens qui fuyaient le camion. Voilà. Alors, comment se déclenche l'événement avec les moyens engagés? Alors, si vous me permettez, je vous mets une petite vidéo qui rappelle l'événement. Et vous dire qu'avant l'événement, on défile en fin d'après-midi sur la promenade des Anglais. C'est-à-dire qu'on va défiler sur le théâtre des opérations qui va être le nôtre la veille. Donc on voit effectivement que la première partie commence. Vous entendez en fait, c'est les orchestres qui vont empêcher les gens d'entendre le camion arriver. Alors j'ai trié les images. Le feu d'artifice s'arrête. Et malheureusement, à l'issue du feu d'artifice, un camion pénètre à la hauteur de l'hôpital Lanval, va aller jusqu'au palais de la Méditerranée, où il va s'arrêter. Parce qu'il y aura beaucoup de victimes en dessous, il va notamment caler, voilà. Et ensuite, le terroriste va être abattu par la police. Alors vous voyez bien que les gens avancent et n'entendent pas le camion arriver. Et au palais de la Méditerranée, donc, ils calent et la police neutralise donc le terroriste.
Je vais y arriver. Voilà. Donc, chez nous, l'alerte se déclenche comment? Tout d'abord, on a un appel au centre du traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers qui signale un accident assez grave au niveau de l'hôpital Lanval, c'est-à-dire au niveau où est rentré le camion. Et ensuite, alors que le camion n'est pas encore arrêté, au niveau du palais de la Méditerranée, c'est-à-dire à l'est de la promenade des Anglais, on a un message donc de l'engin pompe qu'on avait mis en sonnette qui va passer un message, vous allez l'entendre, hein, urgent, 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 hein, il y a un accident très important. Bon, il va nous dire ensuite en off hein, que c'est un attentat, et ça nous permettra d'entrer, et moi d'entrer en qualité de commandant de bataillon de secours, je vais avoir une idée très précise de la zone d'intervention. Alors, le camion, effectivement, va arriver et rentrer ici au niveau de la promenade, et on va engager un premier départ depuis la caserne de Magnan qui est à côté, hein, sous les ordres de l'officier qui est là, hein, en civil, hein, voilà, qui était jeune lieutenant, bon, peut-être un peu plus jeune, hein, 10 ans, c'est ça, mais non, enfin, voilà. Et en fait, il y a un premier VSAV qui sort de l'hôpital Lanval, il a déposé un enfant, et qui nous donne un premier message de la situation. 144 Magnan, transmettez. C'était à 144 Magnan. Nombreuses victimes, plusieurs urgences absolues. Demande nombreux renforts. Donc, déjà, on voit que la situation, elle est anormale, elle est hors norme. Donc, on va engager énormément de renforts. Voilà. On prévient de suite, parce qu'on a la chance, effectivement, d'avoir un centre de vidéosurveillance urbaine qui est très pointu hein, sur la ville de Nice, où on avait 2 officiers qui voyaient l'ensemble de la scène. Et ces 2 officiers vont prévenir la chaîne de commandement, c'est-à-dire les officiers supérieurs, et bien sûr on va immédiatement tous s'engager, hein, sachant qu'effectivement on a un événement qui est hors norme. Par contre, vous voyez ce qui va être intéressant, je vais être très rapide, hein, mais on a toujours eu des notions comme quoi il y avait des terroristes qui pouvaient faire un surattentat à tout moment. Donc surattentat, c'est-à-dire une attaque des terroristes, et c'est vrai que Daesh l'avait prévu, hein, sur les secours pour les désorganiser. Et regardez, on a une information qui nous arrive, hein, nous indiquant qu'en fait, il y a des terroristes qui sont retranchés sur une plage, et on a entendu des coups de feu. Officier Magnan, Codis 06 vous appelle. Oui, Codis 06 de l'officier Magnan, parlez. Oui, pour votre information, j'ai eu un requérant, il y aurait eu des coups de feu qui auraient été tirés sur la plage. Il y a des personnes qui sont retranchées dans un bar qui s'appelle le Sporting, à la hauteur de la promenade des Anglais. Donc c'est une information qui nous est portée, on va voir que c'est une fausse information, et là on rentre dans un processus exactement comme dans l'attentat de Paris, du Bataclan, on a partagé cette expérience avec les pompiers de Paris bien sûr, où un nombre très important de fausses informations, mais vraiment gravissime, parce que là, le Sporting, c'est une plage sur la promenade des Anglais qui est sur la zone d'intervention, où il y aurait des terroristes qui auraient tiré effectivement des coups de feu. Et ensuite, le camion, effectivement, va s'arrêter donc au palais de la Méditerranée, et on a le message donc de l'engin pompe qu'on avait prépositionné. Transmettez, c'était Magnan pour PC 14 juillet. Je vous ai déclenché le plan de vie nombreuses victimes pour un AVP mettant en cause un TL et plusieurs. Appel, c'est poids lourd. Delta, Charlie Delta, ainsi que urgence. Bon, nombreuses Delta, Charlie Delta et nombreuses urgences absolues. Voilà. On a la zone d'intervention qui est fixée. On voit qu'il y a effectivement déjà des fausses informations. Donc, on a effectivement, nous, une doctrine en France, hein, sur tout événement majeur. On va engager le maximum de moyens locaux, quitte à recouvrir effectivement nos casernes avec des moyens et des renforts qui vont arriver ailleurs. Donc, effectivement, des 2 côtés, on va avoir des moyens en masse qui vont effectivement traiter les premières victimes. On voit que le phénomène est quand même particulier, puisque le mouvement de panique amène les gens à se jeter dans l'eau. Hein, et on a un message de nos embarcations. Vedette commandant croisé, c'était à Nice appel. Vedette commandant croisé, c'était à Nice appel. À Nice, vedette commandant croisé, transmettez.
Donc vous faites une reco niveau Negresco pour une gamine qui serait jetée à l'eau. Septième bouée, axe du Negresco reçu. Bien reçu. Pour information, je viens de récupérer 2 personnes supplémentaires. Mouvement de panique sur la plage. Je ne sais pas ce qui se passe sur la plage, mais il y a des gens qui se jettent à l'eau. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que, en fait, c'est la ville qui va avoir un mouvement de panique. Bon, je n'aurai pas le temps de vous montrer la vidéo qu'on a retrouvée dans toutes les rues de Nice. Mais à des kilomètres de là, la ville se met en panique. Et il y a des blessés qui partent avec le mouvement de panique. Donc, la situation opérationnelle, elle est quand même compliquée. C'est-à-dire qu'on a un camion qui est rentré, on sait que c'est un attentat, d'un côté de la promenade des Anglais. On comptabilise les primo-intervenants, déjà une soixantaine de décédés. On a un mouvement de foule qui est parti vers l'est et vers le centre et qui est parti en mer. En mer, on va récupérer 14 personnes. D'accord ? Et des gens qui se sont réfugiés quasiment au bout des 300 mètres. Donc qui marquent en fait le pouvoir de police du maire au niveau de la plage. Alors là, effectivement, au niveau des secours, quelle va être notre réaction? Alors les premiers intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle malheureusement du tri. Quand on fait du tri, c'est la premier quart d'heure, première demi-heure, malgré la masse des secours engagés, il va falloir effectivement décider rapidement quels sont ceux qui auront des chances de survie et quels sont ceux qui malheureusement en auront moins. On va également procéder à l'évacuation d'extrême urgence, c'est-à-dire des gens, et là chaque fois sous l'autorisation médicale, puisqu'il y avait un SMUR effectivement qui était au niveau de l'Ouest, et on avait un médecin au niveau de l'Ouest, chaque fois avec autorisation médicale, on a effectivement évacué des extrêmes urgences. C'est-à-dire des gens qu'on ne pouvait pas stabiliser sur place, qu'il a fallu évacuer immédiatement vers les hôpitaux pour qu'ils aient le plus de chances de survie. Après le tri, effectivement, on fait de l'extraction. C'est-à-dire qu'autour du camion, la police va faire une zone donc de sécurité, qu'on appelle donc une zone d'exclusion, dans laquelle des victimes sont en train de mourir. Toutefois, on a comme information que le camion il est piégé. Est-ce qu'il faut intervenir dans la zone ou est-ce qu'il ne le faut pas? Donc évidemment, on va intervenir, ça va être tout le sens de notre combat, c'est-à-dire aller chercher des gens dans les zones effectivement qui sont sous la menace d'une explosion ou sous la menace d'un surattentat. Les officiers, les différents officiers qui vont intervenir, ils vont essayer effectivement de commencer à organiser les secours de manière la plus rationnelle possible. Bon, nous avons une chance, c'est que nous connaissons le terrain. Et c'est vrai qu'on s'était toujours dit, s'il y avait une grosse intervention sur la ville de Nice, on mettrait un PC à l'angle promenade des Anglais et boulevard Gambetta. Pourquoi? Parce que le boulevard Gambetta va droit vers le nord et la promenade des Anglais, effectivement, était au cœur de l'intervention. C'est ce qu'on a fait ce soir-là. Et on a eu une idée, effectivement, assez intéressante, puisque ça nous a permis, à un moment donné, de commander l'ensemble des secours depuis le milieu, à peu près, de la zone d'intervention. Quand je prends le commandement, ce soir-là, j'arrive très vite, donc c'est le colonel politique qui est là, qui commande maintenant les pompiers de Nice, qui me tend le chasuble, le commandant des opérations de secours. La première question que l'on se pose, il y a un risque de surattentat qui est très fort. Vous allez voir les faux bruits qui vont nous arriver, les fausses informations. Est-ce qu'on continue la distribution des secours? Alors que faire? Voilà, que faire? Parce qu'en fait, quand on regarde les notes qui sont sorties après, on voit que les sapeurs-pompiers, dans une zone d'exclusion où interviennent les forces de l'ordre, pour neutraliser des terroristes, on n'a pas à intervenir. On n'a même pas à intervenir dans la zone contrôlée. D'accord? On fait des corridors d'extraction sur la protection de la police. C'est ce qu'on a fait mercredi dernier à Antibes, où on s'est entraîné donc sur un attentat de tuerie de masse par arme à feu. Et on intervient en zone d'appui. Là, le terrain, c'est pas du tout ça. Le terrain, c'est qu'on a une zone d'exclusion autour du camion. La police est concentrée beaucoup là. Je sais que la police a beaucoup de choses à faire. Ils craignent l'attentat multisite. Donc, où sont les fichiers S, etc. Mais ils ne vont pas sécuriser l'ensemble de notre zone. La question, enfin, c'est plus une question de droit, si je puis me permettre. Ça devient une question d'éthique, une question de devoir
Et bien entendu, le premier ordre qu'on va donner, c'est malgré le risque de surattentat, nous allons secourir toutes les victimes possibles. Attention, l'ambiance en intervention de ce type, elle est différente. Hein. Je me rappelle avoir fait la reconnaissance avec le médecin-chef de l'ensemble de la promenade. On a vu des policiers sortir à l'angle du CUM, armés. Tous les secours se sont mis derrière les voitures. Hein. On craint à tout moment, et c'est ma crainte, que des terroristes arrivent. Alors vous allez voir que ces craintes vont être renforcées par les forces d'information qui nous parviennent. On craint l'attentat multisite. Donc, ils ont tapé sur la promenade, mais pourquoi ils n'iraient pas taper ailleurs, comme ils l'ont fait à Paris? Donc ça, on met déjà des forces en prépositionnées pour faire face à un attentat multisite. Je vais limiter la zone d'intervention parce que avoir une zone d'intervention de 2 km, c'est très compliqué pour les secours. Comment organiser ces secours sur une zone de 2 km? Alors on a une chance dans le sud, c'est qu'on a des feux de forêt. Hein, je connais bien cette matière des feux de forêt. Et je vais organiser en fait les secours avec des mesures géographiques, en faisant 2 secteurs géographiques sous lesquels je vais mettre 2 officiers qui vont commander les moyens que l'on envoie pour effectivement procéder au tri, au ramassage et au sauvetage. Et enfin, on demande le déclenchement du plan Orsec-Novi, le plus haut échelon de l'époque, Alpha Attentat. On va faire une demande de renfort qui a été exceptionnelle, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Hein. 12 groupes SAP, donc c'est 12 groupes qui contient 3 ambulances chacune. Donc c'est énorme. 2 groupes pour pouvoir armer des postes médicaux avancés. Et on va surtout mettre en place un poste médical avancé au milieu de la zone d'intervention. Alors pourquoi ce poste médical avancé? Alors tout d'abord c'est parce que effectivement ce qu'on souhaite c'est stabiliser l'état de victime. Alors je ne vais pas effleurer le sujet qui est le tien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les pathologies des victimes du 14 juillet 2016 ne sont pas des blessés par balle. Les blessés par balle, dans la doctrine, hein, normalement, on essaie de les amener rapidement vers un chirurgien pour qu'ils puissent être sauvés rapidement. Là, on a des polytraumatisés, et pour leur donner le maximum de chances de survie, on va effectivement ouvrir un poste médical avancé. Le poste médical avancé, il va s'ouvrir à côté donc du poste de commandement qu'on a installé donc entre l'angle Gambetta et Promenade des Anglais, dans une boîte de nuit qui s'appelle le High Club. Bon, le High Club, pour vous dire la vérité, le jeudi d'avant, on faisait l'after du bal des pompiers, on le connaît bien, le patron, hein, qui est un footballeur de l'OGC Nice. Mais quand il vient à moi, je me dis, mais ça, c'est un site qui est protégé. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans la doctrine française des secours, quand une victime va au PMA, on craint que ça soit un terroriste, ça doit être fouillé. Comment protéger au mieux les victimes? Eh bien, une boîte de nuit, c'est idéal. Parce que elle est cloisonnée et effectivement, l'introduction va être difficile pour des éléments extérieurs. Effectivement, ensuite, c'est au milieu de la zone d'intervention. Et il y arrive quelque chose d'important, c'est quand je demande au préfet, il me faut des forces, il me faut sécurisation de la zone d'intervention. Il me dit que c'est très difficile, hein, avec le directeur départemental de la sécurité publique. Par contre, il y a le délégué militaire départemental, le colonel Bedu, je me rappellerai toute ma vie, hein, qui vient vers moi et qui me dit « Je sais quoi faire pour toi. Je vais t'envoyer la mission Sentinelle pour protéger et sécuriser le poste médical avancé et le poste de commandement. » Les victimes vont pouvoir être traitées dans un poste médical avancé où il va y avoir 18 médecins, 36 infirmiers, hein, dans un lieu protégé. Bon, il se trouve que ce soir-là, en plus, la mission Sentinelle sur Nice, c'est la Légion étrangère, et qui vont prendre vraiment à cœur leur mission, et nous allons pouvoir travailler dans des conditions pas du tout optimum, parce que, à part cette zone, le reste n'est pas protégé. Hein. Donc voilà le poste médical avancé. Hein. Bon, on a mis des photos qui étaient neutres, bien entendu. Hein. Donc protégé par l'armée, avec une DZ, donc une drop zone, devant effectivement la boîte de nuit du High Club. Alors, ce qui a perturbé l'intervention, je vous disais, c'est les fausses informations. C'est le même processus qu'il y a eu pour effectivement le Bataclan. Dans les forces d'information, vous avez vu, il y a eu des terroristes retranchés. On a eu une prise d'otage au Buffalo Grill, donc place Masséna, ce qui nous a conduit à chaque fois à envoyer des secours. Donc, quelque part, la déstabilisation des secours, avec rien que la fausse information, ça commençait à fonctionner. Hein. On a eu ensuite le camion qui était piégé et qui était rempli de terroristes.
Nous avons eu une fusillade de place Masséna où nous sommes intervenus, et là les sapeurs-pompiers interviennent avec les gilets pare-balles et les casques anti-balistiques qu'on a touchés pour l'Euro 2016. Pour vous dire la vérité, dans les casernes, quand on a touché en fait ces matériels, c'est les mêmes que le RAID. Hein. On s'est dit, jamais on portera ça dans notre vie. Voilà. Bon, en fait, même pas un mois après, que dis-je, quelques jours après, on les a portés. On nous signale une fusillade de place Garibaldi, on nous signale une prise d'otage à l'Opéra de Nice, et enfin, on m'appelle pour me dire que le PMA dans lequel je suis a explosé. Et là, je dis, bon, écoutez, on va arrêter les fausses informations, on va se concentrer sur ce que l'on voit, sur la promenade des Anglais, et on va faire le maximum pour sauver de vies. Voilà. Alors, je ne vais pas vous décrire tout l'ordre que j'ai pu donner, mais dans cet ordre, il y a quelque chose qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous le regardez bien, à l'objectif, il y a prendre en compte les impliqués, les décédés, VP, laissés seuls. Pourquoi ? Parce que on va traiter à peu près, vous allez voir, 120 impliqués, nous. Voilà. Mais les impliqués, quand on fait un exercice, généralement, on l'a fait mercredi soir, hein, les gens, ils nous suivent, bon, ils sont accompagnés par un officier, ils sont suivis ensuite par des psychologues sur place. Là, les impliqués, ce sont les familles. Ce sont les familles des victimes qui ne veulent pas laisser les corps de leurs parents sur la promenade des Anglais. Donc, on est sur une zone qui risque le surattentat. On traite toutes les victimes possibles. Les victimes, les impliqués, ce sont les familles des décédés et ils ne veulent pas partir. Que faire ? Alors, que faire ? Bon, c'est les médecins qui vont nous aider. Hein. Ils vont nous dire, vous allez voir, avec la fatigue, ils vont vous suivre. Mais on ne peut pas laisser les gens comme ça. Donc, je vais mettre un sapeur-pompier par corps et un psychologue par chaque secteur pour essayer effectivement de traiter au mieux donc ces pauvres impliqués qui finalement vont nous suivre au fur et à mesure de la nuit. Sachez que la décision était quand même difficile. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, quand je prends la décision, on est au plus haut niveau des fausses informations sur les attentats en ville. Donc on peut s'attendre qu'à tout moment, il y a un terroriste qui arrive sur la promenade des Anglais. Hein. Voilà. Alors quand je prends la décision, pour la petite histoire, il y a un monsieur en costume dans le PC qui est assez jeune. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Il me fait, mais je suis le substitut du procureur. Voilà. Je lui dis, bon, je prends cette décision. Il me dit, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Voilà. Mais on les a accompagnés, on a essayé en tout cas de les accompagner jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on a été efficient ? Alors ça, vous voyez, c'est le schéma qui prévoit aujourd'hui l'intervention des secours en mode attentat. Voilà. Et sur le soir, la promenade des Anglais, c'était ce schéma. C'est-à-dire autour du camion, une zone d'exclusion, un PC et un poste médical avancé qui étaient protégés, et tout le reste de la zone d'intervention qui pouvait voir effectivement arriver des terroristes. Alors, j'aime mesurer l'efficience par la rapidité du traitement des victimes. Alors, le nombre de victimes qu'on a traitées, hein, c'est 80 décédés, 35 urgences absolues. Je vous assure que 35 urgences absolues, c'est énorme. Au PMA, au poste médical avancé, le médecin-chef, le médecin du PMA, hein, chef du PMA, c'était le médecin-colonel Riello. Pour la première fois, il voit un de tes confrères, un médecin, hein, qui est en état de sidération. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, effectivement, c'était quand même quelque chose de très conséquent. Il y a 145 urgences relatives et 120 impliquées, dont 14 qui vont être récupérés en mer. Pourquoi je mesure l'efficience par rapport à la rapidité ? Parce que nous ne sommes pas dans une intervention normale. Nous sommes dans une intervention où nous souhaitons aussi extraire les victimes d'une zone dangereuse. Pourquoi pas un deuxième camion ? Si les terroristes au Sporting, ils étaient vraiment. Donc on est dans cette ambiance très particulière de l'attentat. Hein. Donc vous voyez, le premier appel qui est rentré au centre de traitement de l'alerte, c'est 22h33. Et en fait, on va terminer l'extraction autour du camion des victimes à 23h30. Soit à T plus 1 heure après le premier appel entrant, toutes les victimes qui sont autour du camion sont traitées. C'est-à-dire soit envoyées au PRV, soit au PMA, soit évacuées vers les hôpitaux. Le point de regroupement des victimes, il est vide à minuit 35. Soit à T plus 2 heures de l'entrée au CTA, toute la zone Est, les victimes sont traitées. Ensuite, on ramasse
c'est un terme, excusez-moi, mais c'est un terme professionnel, hein. On a procédé au ramassage des victimes. La différence d'extraire, c'est de manière tout à fait rapide comme un sauvetage, vous voyez. On a maintenant des matériels, d'ailleurs, depuis le 14 juillet, hein, qui sont faits pour ça, des brancards souples, etc. Mais le ramassage, c'est en fait dans les règles de l'art du secourisme, hein. Le ramassage est terminé à 1h, soit à T plus 2h20. C'est-à-dire qu'à 2h20 après l'appel, il n'y a plus de victimes sur la promenade. Et la dernière victime va quitter le poste médical avancé, donc à 1h57, soit à T plus 3h20 de l'appel entrant. Bon, ce qui est quand même très rapide, hein. Il nous reste à attendre sur place le ministre de l'Intérieur, hein, qui va venir donc, et je vais lui présenter l'ensemble du dispositif et de ce que nous avons fait. Alors ça c'est les lauréats d'évacuation des victimes, pour vous montrer que c'est pas tout le Trauma Center de Pasteur qui a supporté l'accueil des victimes, hein, mais effectivement d'autres hôpitaux. Et pour terminer, parce que bon, j'ai missionné un de mes officiers pour me dire quand c'est terminé, donc il me fait des signes, voilà. Dans les éléments favorables, je noterai qu'une chose, c'est la préparation opérationnelle. Voilà. C'est plus les secours s'entraînent, et plus nous entraînons avec les forces de l'ordre, ce qu'on fait maintenant en permanence. Vous voyez, moi, le RAID, on s'entraîne en permanence avec eux, plus on est efficient. Parce qu'il faut énormément d'automaticité quand on est dans le cadre d'une intervention de ce type. Pourquoi ? Parce qu'on va être gagné par l'affect. Et il faut dépasser l'affect pour redevenir des secouristes efficaces. Voilà. Donc la préparation, je dirais, c'est fondamental. Et là, je pense qu'elle a joué son rôle. Dans les éléments favorables aussi, c'est le soutien psychologique. Alors, est-ce que les pompiers sont des victimes ? Vous avez vu que la Cour de cassation a décidé que, à partir du moment où nous sommes intervenus avant que le camion soit déminé, on pouvait se considérer comme victime. Bon, moi, quelques-uns de mes collègues se sont considérés comme victimes, la plupart non. Hein, j'estime qu'on a fait notre devoir, même si on a des symptômes post-traumatiques. Ça, c'est clair. Et qu'il faut effectivement se faire suivre. Et le service médical nous a quand même très très bien suivis. Dans les éléments défavorables, l'élément le plus fort, c'est les informations, les fausses informations sur le risque du surattentat. Ça, c'était trop défavorable, ça nous a vraiment perturbés. Et enfin, je terminerai mon intervention en vous disant simplement que on a ce soir-là fait notre devoir. Voilà. Dans des conditions peut-être hors normes, peut-être particulières, mais on a fait notre devoir. Voilà. Il n'y a pas un seul jour de notre vie, pour ceux qui sont intervenus, notamment les 86 primo-intervenants, il n'y a pas un seul jour où on ne pense pas aux victimes du 14 juillet 2016. Ça, je puis vous le dire. Et au-delà de tous les honneurs qu'on a reçus, hein, et de toutes les médailles, l'image qui me restera toujours, c'est mes hommes qui sont sous la promenade des Anglais, au moment de la minute de silence, hein, qui a été organisée le week-end qui a suivi l'attentat, et qui ont été largement applaudis par la population niçoise. Voilà. Je pense que la reconnaissance, effectivement, de la population, ça a été la plus belle reconnaissance. Voilà, je vous remercie.